En grand 4, nous allons voir les avantages et les désavantages de la vie en groupe. Divers facteurs de l'environnement incitant des animaux à vivre en groupe sont à considérer. La nourriture et les prédateurs, mais aussi l'élevage des jeunes. Le groupe peut servir pour la chasse et attraper des proies plus grosses et permettre une grande ou une augmentation de la fitness grâce à la reproduction coopérative. Nous passerons en revue quelques exemples d'avantages avec plus de détails, comme par exemple la recherche des meilleurs sites de nourriture. Les animaux qui s'alimentent sur des sources de nourriture éphémères, comme les graines ou les fruits, vivent souvent en groupe. La difficulté est dans le cas de trouver le site. Mais ensuite, généralement, la nourriture est abondante, au moins sur une courte période. Des chercheurs ont développé l'idée que les dortoirs ou les colonies de nidification chez les oiseaux fonctionnent comme des centres d'information. Chaque individu profitant de l'information apportée par les autres membres du groupe. Cette stratégie a été observée chez de nombreux animaux suivant les autres vers des bons sites de nourriture. Ceux qui sont rentrés sans succès la veille doivent déceler ceux qui ont été plus chanceux, par exemple, en étant sensibles à ceux qui partent vite. Dans cette situation, on ne peut parler de coopération entre individus comme dans le cas des abeilles, mais plutôt d'une sorte de parasitisme mutuel. Les animaux chanceux étant véritablement parasités par les autres. En effet, chaque animal essaie de maximiser son propre succès et pas celui du groupe. Le guide doit cependant bénéficier d'une certaine manière du fait d'être suivi. Le bénéfice peut être à court terme car l'alimentation en groupe réduit le risque de prédation comme on l'a, ou plutôt on va le voir tout de suite. À moyen terme, le guide peut à son tour devenir suiveur. Dans ces conditions, l'oiseau qui a trouvé un bon site va en faire bénéficier le groupe. On observe ce comportement chez le bulbizarre pêcheur qui niche en colonies dispersées. C'est l'exemple que vous avez sur la figure. Les oiseaux partent à la pêche après le retour d'un animal qui a réussi à capturer un poisson dans la direction d'où vient cet oiseau. C'est ce que vous voyez dans la partie grand A. De plus, ils sont capables de pêcher plus rapidement un poisson par rapport à ceux qui n'ont reçu aucune information. C'est ce que vous voyez en grand B. Donc, le transfert d'informations sur la localisation des proies chez les balbuzards pêcheurs. Vous avez en A la direction des envols lorsqu'un oiseau n'est revenu avec aucun poisson dans les 10 minutes précédant le départ. Donc, tous les animaux vont se disperser dans toutes les directions. C'est en petit a. Et lorsqu'il y a eu au moins un retour de chasse fructueuse dans la direction 0 degré, en B, tous les oiseaux, ils vont pas essayer de partir dans cette même direction. Sur la figure, la zone grand B, vous avez un diagramme qui représente le nombre d'oiseaux ramenant des proies selon qu'ils soient informés ou naïfs en fonction du temps de capture. Vous constatez que lorsque la capture a été rapide, les oiseaux informés vont dans la même direction avec un nombre beaucoup plus important que s'ils n'ont pas été informés.
la vie en groupe et l'évitement de la prédation. D'abord, la protection et attaque du prédateur. Certains bancs de poissons, comme nous avons déjà vu, peuvent contenir plusieurs millions d'individus qui nagent à l'unisson et peuvent changer brusquement de direction pour éviter un prédateur. L'apparition de ce banc comme une seule masse peut faire peur aux prédateurs. Si, par contre, un gros prédateur attaque quand même, les poissons le mettent au milieu et tournent tout autour pour qu'il ne puisse pas fixer un individu en particulier et non attaquer au cas. Et parfois, ils peuvent même l'attaquer. En effet, les proies peuvent se rebeller plus facilement contre un prédateur si elles sont en groupe. On connaît également le cas des oiseaux comme la mouette rieuse ou le goéland qui harcèle un prédateur comme le corbeau ou l'humain qui rôde trop près de leur nid. Les oiseaux s'envolent tous en même temps, foncent vers l'intrus en criant très fort et en déféquant abondamment jusqu'à ce qu'il abandonne. On parle de houspillage. Dans le groupe, on est plus en sécurité au milieu qu'à la périphérie. C'est pour cela que lorsqu'un troupeau de bœufs musqués, par exemple, est attaqué par une meute de loups, les femelles et les jeunes qui sont moins forts par rapport aux mâles adultes se mettent au centre et sont entourés par les mâles les plus robustes pour faire face aux prédateurs. Mais s'ils commencent à bouger, la protection ne serait plus assurée et les plus faibles pourraient être des proies faciles pour les loups. Alors, quel est l'effet du groupe sur la vigilance? La vie en groupe permet une amélioration de la vigilance contre les prédateurs. Un animal solitaire ne peut consacrer tout son temps à surveiller l'arrivée éventuelle d'un prédateur. Il doit aussi se nourrir. Dans un groupe, un individu peut compter sur la vigilance des autres, comme on peut le constater dans un groupe d'oiseaux ou de phoques. Le temps passé à scruter les alentours pour détecter un éventuel prédateur diminue avec la taille du groupe. Les modifications du comportement de vigilance dépendent de l'organisation du budget temps des oiseaux. Cela a été mesuré chez les autruches et le résultat est sur la figure que vous avez sur la diapo. Le temps de vigilance, c'est-à-dire la tête dressée pour chaque animal, et quand il est seul, est de 35% de son temps total. Il baisse, ce taux baisse à 25% pour un groupe de 3 à 4 animaux. Par contre, la vigilance totale du groupe, c'est-à-dire la proportion de temps pendant lequel au moins un animal est vigilant, augmente peu par rapport à ce que l'on pourrait attendre si les animaux levaient leur tête tour à tour. C'est ce que vous voyez en ligne en tiré sur la figure petit b. Par contre, chaque animal dispose de plus de temps pour se nourrir et peut s'approcher plus près des lions qui sont des prédateurs potentiels. Par ailleurs, les autruches relèvent la tête de manière imprévisible et un lion à l'affût ne pourra estimer le temps qu'il doit rester caché. Quel est l'intérêt d'alerte précoce? Pour de nombreux prédateurs, le succès de l'attaque dépend de la surprise.
Si la victime est alertée trop tôt, les chances de succès du prédateur sont faibles. Cela a été vérifié chez l'autour chassant des pigeons. Le succès est plus faible lorsque les pigeons sont en bande plus grande. En effet, un pigeon isolé est capturé dans 80% de cas et moins de 20% de cas s'il est en bande de plus de 10 individus. C'est ce que vous avez sur la figure B. Cela est largement lié au fait que l'alerte est donnée plutôt dans une bande plus nombreuse, ce qui fait que la distance à laquelle un pigeon laisse le prédateur s'approcher avant de fuir est de 40 mètres s'il est en groupe, contre 1 ou 2 mètres s'il est isolé. C'est la figure A. C'est d'ailleurs facile à comprendre. L'explication, c'est facile. Si chaque pigeon lève la tête à intervalles réguliers, la probabilité que l'un d'entre eux aperçoive le prédateur assez tôt et donne l'alerte est d'autant plus grande pour un groupe nombreux, ce qui rend le succès de l'attaque plus faible. Un individu dans le groupe peut bénéficier de l'effet de dilution. En effet, un seul prédateur ne peut capturer qu'une seule proie à la fois. Ainsi donc, la probabilité qu'un individu soit capturé par ce prédateur diminue rapidement avec la taille du groupe. La vie en groupe dilue donc l'effet du prédateur. L'antilope, dans un troupeau de 100 individus par exemple, aura une probabilité d'être capturée de 1/100 sur une attaque. Sur la figure, vous avez le cas d'un poisson prédateur des hydromètres et ce poisson capture l'insecte par-dessous. Si l'on mesure le taux de prédation par 5 minutes et par proie, on constate qu'il diminue avec la taille des groupes, ce qui est attribuable à un effet de dilution. De nombreuses espèces émettent des signaux en présence du prédateur pour avertir celui-ci qu'il a été détecté et avertir les congénères. On connaît le sifflement de la marmotte ou des cris des rapaces quand un promeneur passe à proximité. Ce sont les sentinelles. Chez l'écureuil de Bending, les groupes sont formés de femelles apparentées qui cohabitent et coopèrent pour la défense des jeunes. Les mâles vivent à part dès la puberté. Ce sont les femelles adultes qui émettent des cris d'alarme à l'arrivée d'une belette ou d'un blaireau ou d'un coyote par exemple. Les mâles sont rarement sentinelles, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'ils n'ont pas intérêt à prendre des risques alors qu'ils peuvent se reproduire encore souvent, tandis que les femelles investissent beaucoup dans l'élevage des jeunes et sont plus concernées à tenter de prendre des risques que les mâles. C'est la théorie de l'investissement parental. On a pu montrer également que les sentinelles sont plus souvent tuées que les autres. Elles sont donc altruistes. Chez les suricates d'Afrique australe, les sentinelles sont moins altruistes. Pourquoi? Parce qu'on pensait plutôt à un altruisme réciproque, où chaque acte altruiste peut être rendu plus tard. Cependant,
on pense plutôt à des comportements égoïstes. En effet, les sentinelles sont en général les premiers à rentrer dans les trous dont elles se tiennent tout près.